Bienvenue dans ce nouveau voyage fascinant à travers le temps. Avant d'entreprendre notre parcours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun épisode futur. Dans les vastes champs de coton du sud des États-Unis, notamment dans la célèbre ceinture noire qui s'étendait de la Caroline du Sud jusqu'au Mississippi, se jouait chaque jour une tragédie humaine faite de labeur et d'espoir brisés. Le coton, surnommé or blanc, représentait une source de richesse inestimable. En 1860, le delta du Mississippi générait plus de revenus par habitant que toute autre région américaine. Pourtant, derrière cette prospérité se cachait le sacrifice des esclaves, dont la voix est souvent restée en marge des récits officiels. La journée des esclaves commençait avant l'aube et ne se terminait qu'à la tombée de la nuit. Solomon Northup, dans son livre 12 ans d'esclavage, se souvient qu'ils étaient réveillés à 4 heures du matin par le bruit d'un coup de feu. Frédéric Douglass confirme la dureté du travail, mêlant effort physique et destruction émotionnelle. Les cueilleurs devaient manipuler avec habileté les plantes épineuses qui lacéraient leurs doigts protégés seulement par des chiffons. Mary Reynolds, une ancienne esclave, décrivait la récolte comme une lutte constante contre la nature elle-même. À la plantation Butler, en Géorgie, les esclaves devaient atteindre un quota quotidien de 150 à 200 livres. La chaleur accablante, souvent au-dessus de 38 degrés, et l'humidité suffocante rendèrent l'effort encore plus pénible. En Alabama, à la plantation Cypress, ils étaient contraints de porter des vêtements lourds, augmentant le risque de collapsus dû à la surchauffe, un fait documenté par des médecins. Même l'eau était utilisée comme instrument de domination. Charles Ball raconte des surveillants qui la versaient au sol simplement pour accroître la soif des esclaves. À la Whitehall Plantation, Thomas Thistlewood obligeait les travailleurs à parcourir des kilomètres pour quelques gorgées. L'alimentation était carencée. Farine de maïs, viande salée et mélasse, en quantité inférieure à celle donnée aux prisonniers de guerre selon les conventions de l'époque. Les conditions sanitaires étaient déplorables et les maladies se propageaient, pélagres, scorbut et infections respiratoires étaient courantes. Les enfants étaient dénutris et faibles, tandis que les adultes s'épuisaient, les logements étaient surpeuplés, avec des dizaines de personnes entassées dans de petits espaces. Les blessures aux mains, causées par la cueillette, s'infectaient d'eau souvent. Le docteur James Marian Sims, connu pour ses pratiques controversées, documenta la propagation de ces maladies parmi les esclaves. Ce système ne se limitait pas à la productivité, il visait à briser l'âme. William Wells Brown écrivit que le champ de coton détruisait les âmes. Douglas affirma que le but était de transformer les gens en choses. La plantation d'Ockery représentait l'apogée d'un système voué à l'anéantissement. Ceux qui n'atteignaient pas leur quota journalier étaient contraints de travailler aussi la nuit, éclairés par des lanternes. En 1860, les exportations de coton dépassaient les 190 millions de dollars, mais elles étaient le fruit d'une souffrance incommensurable. Les punitions cruelles faisaient partie intégrante du système. Édouard Baptiste souligna qu'elles servaient à détruire la volonté. Fouets à multiples lanières, eau salée, oreilles coupées, marquages au fer et colliers de fer empêchaient de même le sommeil. À la plantation Whitehall, 37 cas de mutilations auriculaires furent enregistrés en un seul mois. Les exécutions publiques servaient d'avertissement. Celia fut pendue en 1855 pour s'être défendue d'un abus. À la plantation Evergreen, les exécutions avaient lieu avant la messe dominicale. Même les chiens étaient dressés pour chasser les fugitifs, comme les limiers cubains de la plantation Belmont. Les punitions psychologiques étaient tout aussi dévastatrices. La séparation des familles, les jeux de hasard pour décider qui punir, les loteries de l'aube étaient des instruments de terreur quotidienne. La productivité était directement liée à la violence, comme le montre la plantation Drake, où plus de coups de fouet signifiaient plus de récoltes. Thomas Dabney créa un système de correction graduée avec des punitions proportionnelles au coton manquant, noté dans un livre de la douleur. En plus de la douleur physique, les esclaves devaient assister aux châtiments infligés à leurs proches ou remercier après avoir été battus. Dans des plantations comme Angola et Laurel Valley, des rituels dégradants faisaient partie de la routine. La religion était manipulée pour justifier de telles brutalités. Des propriétaires comme Samuel Davis imposaient la mémorisation de versets bibliques. Certaines plantations avaient des chapelles où les rites étaient célébrés juste après les punitions. Malgré cela, la résistance ne cessa jamais. Des héros comme Robert Smalls et Charles Dond démontrèrent que l'esprit humain ne pouvait être brisé. Harriet Tubman déclara « La liberté ou la mort, il n'y avait pas d'alternative ». Les tortures aujourd'hui exposées dans les musées ont laissé une trace indélébile. Selon David Blight, il ne s'agissait pas seulement de dominer les corps, mais aussi de briser les esprits. Chaque acte de résistance est un monument à la force de l'être humain. Les maladies étaient un ennemi constant. Les coupures favorisaient des infections mortelles comme la septicémie, documentée par Samuel Cartwright. À Dockery,
On travaillait même avec les mains infectées. Paludisme, fièvre jaune et tuberculose faisaient des ravages. À Belgrove, 23 personnes moururent pendant l'hiver 1851. L'hygiène était inexistante, les soins rares. Des maladies comme la dentry frappèrent surtout les enfants. À Boone Hall, 27 petits moururent en 2 semaines. À Destraun, près de la moitié des décès infantiles étaient dus à ces maladies. Les femmes enceintes devaient travailler jusqu'à l'accouchement et souvent reprenaient peu après. Le taux de mortalité infantile dépassait les 60%. Les soins étaient confiés à des esclaves experts en herboristerie. Les médicaments officiels étaient souvent expérimentaux et inhumains. À Haut-Calais, on pratiquait des saignées et on utilisait du goudron sur les plaies. À Barclay, les malades ingéraient de la térébenthine et du mercure. James Marian Sims expérimenta sur des femmes sans anesthésie, croyant que les Noirs ne ressentaient pas la douleur. Le traumatisme psychologique était dévastateur. Certains esclaves, comme Lucy Treston, gravaient les morts sur les murs. Un morceau de savon devait suffire pour 20 personnes et un seul seau d'eau était utilisé par tous. La pneumonie du coton causait des suffocations lentes. Les plantations calculèrent le coût de soigner un travailleur par rapport à celui de le remplacer. À Humus House, un fonds fut créé pour les travailleurs destinés à mourir. À la plantation Fiori, l'espérance de vie moyenne était estimée à seulement 7 ans. Pourtant, la résilience persistait. Des guérisseurs, comme la vieille Sarah, conservaient des plantes médicinales et transmettaient leur savoir. À la plantation Hampton, on utilisait des champs pour identifier les plantes curatives et à Butler Island, on trouve des inscriptions interprétées comme des codes de guérison. La fuite était le seul rêve de liberté. Mais elle était entravée par un réseau de contrôle très dense. Des chasseurs, comme la bande de Patty Cannon, collaboraient avec les autorités. Les frères Duncan, dans le Mississippi, se vantèrent de leur capacité à flairer les fugitifs. À Millwood, on collectionnait les objets des capturés comme des trophées. Thistlewood notait l'usage de chiens cubains capables de suivre des traces humaines. La géographie elle-même freinait la fuite. À Magnolia, le mile de la mort permettait une surveillance totale. À Butler Island, Roswell King créa des marais infranchissables. La plantation Singleton canalisait les fugitifs vers des pièges. Les punitions étaient atroces. Williams fut torturé pendant 3 jours. Sarah eut les pieds brisés. Les familles du Texas pratiquèrent des tortures identifiables. Le Livre des corrections de Whitehall décrit des mutilations terribles. Certains portèrent des masques à pointes internes. Après la révolte de Denmark-Vesey, 35 condamnations à mort furent exécutées et de nouvelles lois contre les assemblées furent introduites. La psychologie de la domination comprenait des systèmes de surveillance interne. À la plantation Bridge, les informateurs étaient récompensés par de la nourriture et des vêtements. Charles Ball écrivit « La confiance mourut entre nous comme les feuilles en automne. Même ceux qui réussissaient à s'enfuir n'étaient là pas en sécurité. Anthony Burns fut capturé à Boston. Son retour en Virginie coûta plus de 13 millions de dollars actuels. Harriet Tubman dit « J'en aurais libéré 1000 autres s'ils avaient seulement su qu'ils étaient esclaves. » Helen et William Craft s'enfuirent déguisés, mais vécurent dans la peur même dans les États libres. Les statistiques étaient tragiques. Le registre de la plantation Veil documentait des fuites échouées et des corps jamais retrouvés. La Philadelphia Anti-Slavery Society tenait un registre obscur. À Angola, on développa la méthode de la poursuite circulaire, précurseur des techniques de policières modernes. Les masques étaient considérés comme des outils de rééducation. Les communautés noires élaborèrent des méthodes de résistance ingénieuses. Au Penn Center, on planifiait des fuites à l'aide de champs codés. Wade in the Water contenait des instructions pour échapper aux chiens. Le grand livre de la plantation Belmont calculait le rendement de chaque chien. Cruauté et comptabilité allaient de pair. Ces pratiques ont laissé des traces durables. La prison d'Angola, en Louisiane, sur une ancienne plantation, est le symbole de cet héritage. Des chiens de chasse furent utilisés jusqu'en 1969. À Dockery, les fugitifs étaient torturés publiquement. À Randolph, on les forçait à devenir surveillants. Et pourtant, chaque acte de rébellion contribua à l'abolition de l'esclavage. La liberté fut conquise par le sang et la résilience. Comme le rappela Solomon Northup, aucune gentillesse ne peut rendre acceptable les chaînes. La mémoire est un devoir.